Bon, on va démarrer. Sujet important et quasiment central pour l'entrepreneur pour terminer cette journée. Merci à tous ceux qui viennent d'arriver et qui nous ont rejoints. On va parler de la rémunération de l'entrepreneur avec ces deux questions centrales qui sont combien gagner et en tout cas comment optimiser ses revenus. Juste en préambule, j'ai lancé ce site il y a 2 ans qui est dédié à l'enrichissement personnel qui s'appelle lefortuniste.fr. C'est un site qui est entièrement gratuit, il n'y a pas de publicité, il n'y a pas d'abonnement. Il y a plein d'informations sur les sujets de l'enrichissement personnel, des dépenses, des revenus, de l'épargne, de la fiscalité, etc. Et le Fortuniste pour les entrepreneurs, finalement, c'est la suite de tout ça. C'est la jonction entre mon expérience personnelle avec une trentaine d'années d'entrepreneuriat et ce site qui est dédié à l'enrichissement. En deuxième partie, avant on va parler d'un petit peu d'autre chose, mais en deuxième partie, je vais rentrer dans le détail de 3 exemples chiffrés, de 3 exemples en tout cas. Le premier, pour illustrer mon propos, c'est quel impact a le statut de votre activité sur votre rémunération. Et ça s'adresse notamment à ceux qui vont déposer leur statut, qui vont créer leur société. Ça s'adresse aussi à ceux qui ont déjà créé leur société et qui s'interrogent sur l'accordance entre le statut qu'ils ont choisi et le statut qu'ils auraient peut-être dû choisir. Et en tout cas, l'impact que ça peut avoir sur votre rémunération. Le deuxième exemple, on va parler de mix de rémunération avec un exemple très simple. C'est comment un bon mix de rémunération peut augmenter vos gains nets et améliorer la performance économique de votre entreprise, c'est-à-dire les 2 aspects, à la fois votre rémunération personnelle et l'impact que ça a sur l'efficacité économique de votre société. Et puis, on terminera par un petit montage très simple. Je parle de faire glisser le patrimoine entrepreneurial vers le patrimoine personnel, quelque chose que mettre en pratique les chefs d'entreprise expérimentés, mais que souvent, dans les années plus jeunes, on peut aussi commencer à envisager. Avant tout ça, je voudrais vous raconter un peu mon histoire. Moi, je m'appelle Pascal Bouette, j'ai 58 ans. Et pour ceux qui le souhaitent, sur LinkedIn, vous trouvez facilement. J'ai créé mon agence de com en 1998. Je l'ai vendue pour quelques milliers d'euros 20 ans plus tard. Structure partie de zéro, montée à 20 collaborateurs, vendue quelques dizaines de milliers d'euros. Et pourtant, un petit peu plus tôt, on m'en avait proposé 1,5 million. Il s'est passé un certain nombre de choses entre quelques dizaines de milliers d'euros et le 1,5 million. Et comme beaucoup d'entrepreneurs, je pensais qu'un jour je vendrais ma société et que ça, ce serait mon capital pour ma retraite, pour mon avenir, etc. Beaucoup d'entrepreneurs font ce raisonnement-là. Finalement, c'est à peu près le même modèle que ces commerçants du 19e siècle. J'aime bien le nom de l'épicerie en plus, mais c'est à peu près le même modèle. C'est le même modèle aussi que ces start-upers du 21e siècle. Et ce modèle, c'est créer, développer, céder et empocher la plus-value. Et quand vous discutez avec des Américains, d'ailleurs, vous leur dites je viens de créer une entreprise, la première question qu'ils vous posent, c'est quand est-ce que vous allez vendre. Donc ça, c'est le modèle de l'entrepreneuriat tel qu'il existe, etc. Et c'est un modèle qui est très hasardeux, parce qu'il faut avoir ce chiffre en tête, c'est que 7 entreprises sur 10 ne passent pas à la 10e année. On a souvent les chiffres sur la mortalité de la création des entreprises, mais 7 entreprises sur 10 ne passent pas à la 10e année. Pour les startups, c'est encore pire. Et alors juste comme ça, pour l'anecdote, les experts appellent la période qui va de 1 à 3 ans la vallée de la mort. Je suis là pour vous monter le moral ce soir. Bon, alors, pour vous, tout se passe bien, vous faites partie des 3 sur 10. Imaginons que vous teniez. Donc vous allez échapper à la vallée de la mort et vous allez survivre à des petites tracasseries que connaissent souvent les entrepreneurs. Donc un jour, vous allez empocher le jackpot, le gros chèque. Vous avez cédé votre entreprise, vous l'avez vendue, éventuellement vous l'avez transmise. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, sur les 100 000 entreprises in bonis qui sont à vendre chaque année, in bonis, ça veut dire en bonne santé. Ce n'est pas les entreprises qui sont en dépôt de bilan et qui sont vendues par le tribunal de commerce. Il y en a 100 000 à vendre chaque année en France, et sur les 100 000, il y en a 4 sur 10 qui ne trouvent pas preneur. 40% des entreprises à vendre ne trouvent pas d'acheteur. Deuxième difficulté. Et vous connaissez la valeur d'une entreprise sans repreneur? C'est ça. Une entreprise qui n'a pas d'acheteur, ça vaut 0. Même si elle existe, même si elle a un capital, etc., ça ne vaut rien.
Et ça veut dire 0 pour la suite, 0 pour la retraite, etc. C'est la situation que vivent 4 entrepreneurs sur 10 en France qui souhaitent céder leur société. Bon, un entrepreneur, c'est un gestionnaire. Et vous allez être des gestionnaires, vous allez être des chefs d'entreprise. Et quand on connaît tout ça, on ne peut pas avoir ces chiffres sous les yeux et faire ce pari, expansion, cession, retraite sous les cocotiers. C'est objectivement pas tenable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si cet avenir est incertain, il faut gagner sa vie pendant qu'on dirige l'entreprise. Donc je me suis dit qu'il fallait s'intéresser à la rémunération des entrepreneurs. Ça tombe bien, c'est notre sujet ce soir. J'ai cherché des infos. Voici le site de référence des entrepreneurs, alors des grands entrepreneurs. Donc c'est le site. Moteur de recherche, plein de sujets, de thématiques, etc. Vous pouvez toujours chercher des informations sur la rémunération des entrepreneurs, vous ne trouverez rien. Bon, puisque je me fais des amis, je suis aussi allé voir un autre site de référence pour les entrepreneurs, plus adapté aux PME. Et vous imaginez la suite. Toujours pas d'infos sur la rémunération des entrepreneurs. Bon, je suis allé voir avec des entreprises plus récentes, plus jeunes, plus dynamiques, voir si la nouvelle génération avait autre chose à proposer. Croissance plus. Vous imaginez la réponse. Vous pouvez secouer le site, chercher rémunération, dividendes, etc. Vous ne trouvez rien. Fiscalité des revenus de l'entrepreneur, rien. Alors j'ai orienté mes recherches du côté du site de la Chambre de commerce et d'industrie, qui se présente comme le premier accélérateur des entreprises. Alors, notez bien entreprise, pas entrepreneur, il y a une petite différence, c'est vrai. Donc des informations sur la rémunération de l'entrepreneur, toujours rien. Pendant ce temps-là, quand on est salarié et qu'on postule à un poste, une des premières questions qu'on va poser, c'est combien je vais gagner. C'est normal. Vous postulez, combien vous allez gagner. Vous allez créer votre entreprise, même question, combien vous allez gagner. Toujours pendant ce temps-là. Il n'y a pas de problème pour parler de salaire quand on est salarié. Il n'y a pas de problème pour parler d'argent quand on est salarié. Et quand on est patron, on n'en parle pas. Donc j'en suis arrivé à un constat, c'est que finalement, quasiment personne, ne parle de la rémunération des entrepreneurs. En psychologie, quand une collectivité ne parle pas de quelque chose, on appelle ça un tabou. Quand on sait ça, on ferait bien d'en parler. La rémunération moyenne des autres entrepreneurs, c'est les chiffres de l'INSEE, 590 € par mois. Très clairement, une activité, c'est moyenne. Hein. Ça veut dire que moyenne, ça veut dire qu'il y a des gens qui gagnent rien, qu'il y a des gens qui gagnent leur vie. Moyenne, ça veut dire que c'est une activité de complément. On ne vit pas avec 590 € par mois. Rémunération moyenne des artisans en France, ça va de 1 300 à 2 500 € par mois. C'est l'officiel. Bon, il y a peut-être des arrangements, mais en tout cas, c'est la version officielle. Donc, ce n'est pas des très très grosses rémunérations. Net, avant impôt. Ouais. Rémunération des patrons de TPE, 4 200 € par mois. Déclaration 47 heures de travail en moyenne par semaine. À comparer avec SMIC mensuel au 1er août, salaire minimum. N'oubliez pas le droit français, le droit social, tout travail mérite salaire. 1 329 € net par mois pour 35 heures par semaine. Donc il y a quand même une cohérence des choses qu'il faut connaître et qui n'est pas toujours à l'avantage des patrons. Et puis alors, puisque j'ai décidé de vous faire peur ce soir, sachez qu'il n'y a que 24% des indépendants et même 6%, presque 7% des patrons d'entreprise, de TPE, qui vivent sous le seuil de pauvreté. En clair, qui gagnent moins d'un demi-SMIC par mois. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Je vais arriver sur les bonnes nouvelles. Alors si, de mon expérience, vous avez raison. De mon expérience, j'ai appris qu'il y a quelqu'un qui, au moins une fois par an, va vous parler de votre rémunération. Voilà, cette personne, c'est votre expert comptable. Et il va vous poser la question une fois par an. Des fois, il arrive avec des bonnes nouvelles. Cette question, il la formule en général comme ça. On a un résultat, qu'est-ce qu'on fait? Alors, ce n'est pas pour vous conseiller malheureusement sur votre rémunération. Lui, il a un objectif, c'est ça. C'est établir le procès-verbal de votre assemblée générale. Parce que dans ce procès-verbal de votre assemblée générale, de façon obligatoire quand vous avez une société, pas quand vous êtes entrepreneur,
il y a un article qui est obligatoire qui s'appelle affectation du résultat. En clair, qu'est-ce qu'on fait de l'argent qu'on a gagné? Donc c'est pour ça qu'il va vous poser la question. Il a les compétences pour vous conseiller sur votre rémunération, mais il a plutôt une vocation, je dirais, très organisationnelle quand il vous pose cette question-là. Avoir un résultat, ça veut dire prendre des dividendes ou mettre en réserve. C'est ça que ça veut dire. Quand on vous pose cette question-là, c'est un choix assez binaire. Donc il faut déterminer un chiffre. Et comment on répond à cette question-là quand on n'a aucune information, puisqu'il y a 0 information? Et grossièrement, ça veut dire à peu près ça. Est-ce que je me sers sur la bête ou est-ce que je garde une noisette pour l'avenir au cas où? C'est ça la question que vous pose le comptable. Bon, tout le monde est à l'aise avec la lecture de son bilan? Vous êtes des gestionnaires, donc vous êtes à l'aise avec la lecture de votre bilan. Je ne sais pas, je prends un volontaire au hasard. Bon, alors, juste petite révision rapide. C'est important quand on veut savoir combien se rémunérer. Voici comment fonctionne votre bilan. Voilà, ceci est un bilan. Des trucs à gauche, des trucs à droite, des trucs en bas, des trucs en haut. Ça se présente de la même façon. Là, c'est ce dont on se sert tous les jours. Ils ont mis les bouteilles, mais bon, c'est pas. Ce dont on se sert tous les jours. Voilà, comme la trésorerie, etc. Au milieu, il y a tout un tas de trucs qui servent moins. Et ça, c'est le domaine de votre expert comptable. C'est là qu'il va ranger vos affaires. Avec le temps, on apprend à comprendre comment il les range, comment il les organise. Ce qui est très drôle, c'est que quand on passe d'un expert comptable à un autre, ils n'ont pas tous la même façon de ranger. Bon, mais en tout cas, c'est là que ça se passe. Et puis, il y a ce qui nous intéresse le plus, c'est en haut le capital social, les réserves. Alors, elles sont de l'autre côté dans le bilan, peu importe. Et ça, c'est un peu comme les bonbons de la grand-mère. Le capital social et les réserves qu'on a mis au départ et qu'on a accumulé avec les exercices, ben, ça fait envie, mais on n'y touche pas. Voilà. Normalement, ça marche mieux le bilan quand on raisonne un petit peu comme ça. Voilà, c'est pour ça que je suis prof en école de commerce aussi. Bon, donc une fois par an, votre grand-mère expert comptable vous dit qu'il est préférable de mettre en réserve. Parce que ça, c'est l'attitude générale de l'expert comptable. Au cas où. Et il n'a pas tout à fait tort. Quand j'ai créé mon entreprise, comme tous les créateurs, j'ai bossé des mois sans me payer. Après, j'ai été, comme beaucoup de créateurs, le moins bien payé de la société. Jusque-là, normal. Après, il y a eu le coût des réserves au cas où. Après, il y a eu les impôts. Et encore après, il y a eu la taxation sur les plus-values de cession. Donc, je me suis réellement penché sur la rémunération de l'entrepreneur. Et les bonnes nouvelles arrivent. Il y a de multiples solutions. Je ne sais pas si je les ai toutes identifiées, mais il y a de multiples solutions pour se rémunérer quand on est entrepreneur. Ma conviction, c'est que vous pouvez considérablement améliorer votre rémunération. D'abord, si vous mettez en place une stratégie de rémunération et qui est une stratégie personnelle. C'est-à-dire exactement comme dans une entreprise, il y a une politique de rémunération pour les collaborateurs, il doit aussi y avoir une politique de rémunération pour l'entrepreneur. La seule différence, c'est que c'est vous qui la mettez au point vous-même. Et ce n'est pas quelque chose qui se décide une fois par an dans l'urgence. Quand votre comptable vous pose la question, on a des résultats, qu'est-ce qu'on fait? C'est quelque chose qui se prévoit, qui s'organise, qui se planifie. Puis ce n'est pas non plus un raid, comme le font malheureusement certains entrepreneurs quand ça va bien, un raid sur les résultats et qui obère la pérennité de l'entreprise à 2 ans ou à 3 ans. Ma conviction aussi, c'est qu'avec la même entreprise, vous pouvez gagner plus. Et vous pouvez également réduire la ponction des charges sociales et réduire la pression fiscale sur vos revenus. Et qui dit moins de charges et moins d'impôts, dit meilleure performance économique pour votre entreprise. Les deux sont liés. C'est contre-intuitif, hein, parce qu'on a dit, plus je me rémunère, moins ma société va faire de résultats, mais en fait l'exercice montre que c'est l'inverse. En clair, la bonne rémunération pour le chef d'entreprise, et vous comprenez qu'il y a un chiffre par entreprise et un chiffre par entrepreneur, la bonne rémunération, c'est celle qui détermine un optimum économique pour l'entreprise et pour l'entrepreneur, c'est celle qui adopte le bon mix de rémunération, et celle qui permet aussi d'améliorer les performances économiques de l'entreprise. Puis j'ai une autre bonne nouvelle. Ça va. Ça va. En tant qu'entrepreneur, vous pouvez aussi mettre en place une véritable stratégie patrimoniale. Alors ça s'adresse à des entrepreneurs peut-être un peu plus matures dans l'exercice, mais souvent on le déclenche trop tard.
L'idée, c'est de faire glisser le patrimoine professionnel que vous avez créé et développé vers le patrimoine personnel. Et je vais vous donner un exemple concret et très facile d'accès. Voilà, c'est magique. Heureusement, il y a des bonnes nouvelles. Allez, 3 exemples. Le premier exemple, et ça concerne les créateurs d'entreprises, ceux qui vont déposer leur statut, etc., qui en général font l'analyse en disant quel statut je prends, comment je protège mon patrimoine personnel, ma famille, quels sont mes droits au chômage, à la retraite, etc. Il y a un autre critère qui est très important, c'est la rémunération que vous allez en tirer. Donc, dans cet exemple, on prend l'exemple d'un chiffre d'affaires d'une activité de service, 76 000 €, on est à peu près au plafond de ce que peut faire un auto-entrepreneur. Après, il doit passer en statut de société. Donc on est à peu près au plafond. Et la comparaison, donc ça lui fait, si on tient compte d'à peu près 10% de frais généraux pour sa structure, la comparaison, c'est avec, normalement je fais ça, ça ne marche pas, avec les colonnes 2 et 3, c'est le dirigeant de société en format EURL ou SARL, avec 2 choix possibles. Le premier, c'est de se rémunérer sous forme d'indemnité, c'est ce que j'appelle gérant, travaillant en salarié. Le deuxième, c'est se verser uniquement des dividendes. En clair, vous vous attendez de connaître l'efficacité économique dans l'entreprise pour choisir de vous rémunérer uniquement par des dividendes. Et puis le troisième groupe de possibilités, c'est vous avez une SA, une SAS, etc., une SASU, et vous êtes président et vous versez une rémunération, ou vous êtes président et vous versez des dividendes. Sachant qu'évidemment, des mix intermédiaires sont possibles, mais en tout cas, ça c'est les bases de l'exercice ici pour vous donner des repères. Et ce qui est très important, ce qu'on oublie souvent quand on va choisir son statut, c'est dans quelle tranche marginale d'imposition, la TMI, on se trouve. Là aussi, 2 exemples. Donc, revenu personnel, impôt sur le revenu personnel. Premier exemple, je suis dans une tranche à 11%. Deuxième exemple, je suis dans une tranche à 41%. La tranche marginale d'imposition. C'est vos impôts sur le revenu. Donc, en clair, ces chiffres-là intègrent tout. C'est-à-dire, vous partez de votre rémunération, de votre chiffre d'affaires, de votre rémunération, et c'est ce qui reste une fois que tout est passé. Les fonctions sociales, donc les charges sociales, les charges fiscales, etc. Et l'impôt sur le revenu. Alors, voilà ce que ça donne. Auto-entrepreneur, gérant TNS, donc vous vous servez d'une indemnité de gérance, ou deuxième possibilité, vous ne servez que des dividendes. Et vous voyez que même dans cette tranche d'imposition, il y a déjà un écart extrêmement conséquent. Vous ne gagnez pas du tout la même chose alors que vous faites exactement la même chose. Et puis, autre alternative, vous êtes président de SAS, de SASU, et dans le premier cas, vous versez une rémunération, vous êtes assimilé salarié, donc vous avez des cotisations sociales, vous avez une fiche de paye, etc., mais vous ne cotisez pas à l'assurance chômage et vous n'avez pas de couverture chômage, mais vous avez à peu près les mêmes autres couvertures que tous les autres salariés, retraite et maladie. Et deuxième cas, vous versez uniquement des dividendes, c'est-à-dire vous attendez les résultats de votre entreprise, ou vous les anticipez, et vous vous servez des dividendes. Premier enseignement, il n'y a pas photo en fait sur le choix du statut si votre prévision d'activité c'est de faire dans le service moins de 75 000 €, 76 000 € de résultats. Il n'y a pas de raison d'un côté de se dire je vais faire tout ce boulot-là pour 47 000 € ou si je choisis mal mon statut pour 29 000 €. Donc il y a une première incidence qui est extrêmement importante. Au moment de déposer vos statuts, si vous créez une société, c'est important de voir cet aspect-là des choses. Deuxième analyse qu'on peut faire. Alors quand on regarde président qui se paye en rémunération, qui se paye en dividende, il n'y a pas beaucoup de différence. Il y en a une qui est importante, c'est que si vous payez uniquement avec des dividendes, vous ne payez pas de cotisation sociale, donc vous n'avez pas de couverture sociale. Donc il faut recotiser de votre côté sur d'autres choses. Pas tout à fait la même chose. Mais en tout cas, si vous prévoyez d'avoir une activité dans les services et que vous êtes dans cette tranche d'imposition à 11%, une activité qui vous permet d'avoir le statut auto-entrepreneur, c'est le statut le plus favorable aujourd'hui pour gagner votre vie. Alors, créer une société, ça obéit à d'autres critères. Ça obéit à avoir des associés, ça obéit à vouloir mettre à protéger, même si maintenant les choses ont changé dans 2022, protéger, séparer son patrimoine personnel de son patrimoine personnel. Mais on voit que les chiffres ne sont pas du tout les mêmes, et ça, c'est des choses qu'il faut prendre en compte. Alors, même exercice, si vous êtes dans une tranche d'imposition plus élevée, à 41%, alors évidemment, les ponctions fiscales étant plus importantes, les chiffres sont moins élevés, mais là aussi, vous remarquez des différences notoires. La rémunération la plus favorable dans ce cas de figure, je parle uniquement d'activités de service, etc., dans un plafond de 76 000 €, c'est toujours plus intéressant d'être auto-entrepreneur. C'est quasiment la même chose sur les deux solutions de gérant. Par contre, il y a une grosse différence entre le président qui se verse une rémunération ou le président qui se rémunère uniquement avec les dividendes de la société. Là, il y a une grosse différence qui est à prendre en compte. Mais encore une fois, il faut aussi voir les aspects qui dit dividende, dit pas de cotisation sociale, donc pas de couverture sociale.
Donc en fait, au moment de créer votre entreprise ou au moment de faire évoluer votre structure, c'est des éléments qu'il faut prendre en compte. Il n'y a pas simplement la séparation du patrimoine, je mets à l'abri et je sépare mon patrimoine personnel de mon patrimoine professionnel. Il y a aussi cet aspect-là des choses parce que se lever tous les matins et vous savez quand vous créez une entreprise, vous allez bosser dur et que quand vous allez continuer à la développer, vous allez bosser dur. Franchement, si je reprends la première ligne, entre 47 000 euros et 29 000 euros, moi j'ai vite fait mon choix. Hein. Donc c'est des éléments qu'il faut étudier. Je passe au deuxième exemple. Oui, bien sûr. Oui. C'est ça. C'est ça. Les deux grandes familles de sociétés et, d'un côté et puis auto-entrepreneur de l'autre. Alors, sauf s'il y a d'autres questions, je vais revenir. Deuxièmement, comment améliorer son mix de rémunération? L'idée, c'est de se dire que parmi toutes les possibilités de rémunération de l'entrepreneur, il y a différentes possibilités sur lesquelles on peut jouer. Et je vais juste prendre un exemple pour vous montrer le type d'impact que ça peut avoir. Alors, on va prendre l'exemple d'une personne qui a un statut de président d'SS. Alors, pour la simplicité de l'exemple, il est célibataire, il n'a pas d'enfant, ça c'est pour sa situation fiscale. Et il se verse une indemnité de 5 000 euros par mois, indemnité nette. Qu'est-ce que ça va donner au barème de l'imposition progressif? Donc ça, c'est sur ses revenus. Il va payer 10 000 et quelques euros d'impôts sur le revenu. Donc 5 000, c'est 60 000 euros net annuel. Hein. Il a une charge sociale salariée mensuelle. Ça, c'est la part salariale que son entreprise va payer de 1 040 euros. Et la part employeur qui va être de 1 850 euros par mois. Donc pour 5 000 euros de rémunération nette, il y a quasiment 3 000 euros de cotisation sociale. Ça, c'est ce qui va peser sur l'entreprise. Petite manipulation. Au lieu de se verser une indemnité nette de 5 000 euros, il se verse une indemnité nette de 4 000 et un revenu foncier de 1 000. Alors pourquoi un revenu foncier? Vous êtes entrepreneur, vous travaillez de chez vous, vous utilisez votre domicile, donc vous pouvez considérer que la société va vous rémunérer, votre propre société va vous rémunérer parce que vous utilisez en partie votre domicile. Alors, il y a des règles bien précises qu'il faut respecter. Là, c'est vraiment un exemple pour faire simple, des chiffres ronds. Il y a des règles bien précises qu'il faut respecter, mais vous pouvez évidemment vous verser un revenu parce que vous utilisez une partie de votre domicile pour travailler, parce que vous utilisez votre Internet privé, parce que vous utilisez l'électricité, parce que vous payez de la taxe foncière, de la taxe d'habitation. Donc, sous certaines règles, vous pouvez récupérer une partie de ces frais-là et vous les verser. L'intérêt, c'est que comme ce sont des revenus fonciers et pas des salaires, il n'y a pas de charge sociale, il n'y a pas de cotisation sociale sur cette partie de revenus fonciers. Donc, qu'est-ce que ça donne? Imposition progressive. Alors, vous allez avoir une petite déclaration supplémentaire à faire, qui est une déclaration, à supposer qu'il n'y ait pas d'autres revenus fonciers, une déclaration micro-foncier pour vos revenus fonciers. Okay, donc, vous avez compris, c'est comme si la société vous payait un loyer, en fait, pour utiliser votre propre domicile. Les charges sociales, elles vont porter sur 4 000 euros et plus sur 5 000, donc elles vont être moindres. Même chose pour la partie employeur. Donc, à l'arrivée, en apparence, vous payez un petit peu plus d'impôts sur le revenu. Les revenus fonciers sont un peu plus taxés que les revenus du travail. L'écart, il est 360 euros par an. En revanche, sur la partie charge sociale, votre société va payer moins de charges sociales sur la partie salariale et moins sur la partie patronale, employeur. Et grosso modo, l'écart, il est de pas très loin de 600 euros par mois. Donc au final, quand vous cumulez ces deux éléments-là, ça veut dire que vous dégagez une contribution au résultat d'exploitation supplémentaire de quasiment 7 000 euros sur un an. Juste avec cette simple manipulation. 7 000 euros supplémentaires sur le résultat d'exploitation. Ça veut dire quoi si vous êtes déjà en positif? Ça veut dire que c'est 7 000 euros de résultat avant impôt supplémentaire. Et 7 000 euros de résultat impôt supplémentaire, vous pouvez vous verser sous forme de dividendes. Et même après l'impôt sur les sociétés à 25%, même après la flat tax à 30% sur vos revenus, que vous pouvez choisir, c'est un revenu additionnel de 3 600 et quelques euros. Donc d'un côté, vous perdez 360 euros, de l'autre, vous gagnez 3 650 euros, juste par une simple manipulation comme ça. Donc ça veut dire choisir le bon mix de rémunération. Ça vous coûte moins cher, votre entreprise est plus performante, elle fait un résultat d'exploitation supérieur. Ça veut dire que quand vous allez voir votre banquier, vos fournisseurs qui vous cotent, etc., pour savoir quel crédit fournisseur ils vont vous accorder, votre société est encore plus performante et vous gagnez plus. Voilà, donc c'est un simple exemple, mais il y a plusieurs exemples comme ça, plusieurs outils comme ça qui permettent d'optimiser la rémunération de l'entrepreneur. Alors, question ou pas? Je passe au troisième exemple. Oui, vas-y. Une fois par an, vous l'avez le comptable.
L'expert comptable. Déjà, si vous êtes auto-entrepreneur, vous n'avez pas de comptable. Donc ça élimine le cas de figure. Deuxièmement, si vous êtes en société, votre expert comptable, il est là pour tenir vos comptes. Les normes du métier, c'est avec sincérité et exactitude. D'accord ? Les comptes doivent être sincères et exacts. Si vous êtes tombé sur quelqu'un de très bien, il va éventuellement vous conseiller. Mais dans leur façon de faire, c'est plutôt à vous de poser la question. Et c'est difficile de poser la question sur quelque chose que vous ne connaissez pas, en fait. Enfin, une vie d'entrepreneur où j'ai découvert des choses au bout de 15 ans. Pourquoi tu ne l'as pas dit avant, quoi ? Je vois le coût du revenu foncier, pourquoi tu ne m'en as pas parlé ? On était en train de boucler les comptes. Voilà. Donc oui, ils savent le faire, ils devraient le faire plus souvent. Oui, monsieur. Il y a un micro. Moi, mon expert comptable me dit qu'il faut quand même que ça ait de la vraisemblance. C'est-à-dire qu'il y a les loyers du marché, le mètre carré qu'on peut allouer à l'entreprise, etc. quoi. Tout à fait. Je vous parlais tout à l'heure des règles qu'il faut respecter. Évidemment, on parle de la valeur cadastrale notamment. Et puis, si vous avez 40 € d'abonnement Internet, vous ne vous remboursez pas 150 €. Oui. Mais en respectant ces règles de sincérité, il n'y a pas de problème. Il y a un calcul à faire. Oui, monsieur. Le président peut être considéré comme un salarié et avoir un salaire régulier comme tout le monde. Et au titre de son poste de président d'AG, il peut ne pas être rémunéré, non ? Alors, vous pouvez être président. Tout à fait. Alors, il faut distinguer les deux fonctions sur la même personne. Okay. La première fonction, c'est la fonction de je suis président d'une société. Okay, donc c'est vous qui êtes le mandataire social président. Vous êtes rémunéré ou pas pour ça par la société. Voilà. La deuxième chose, enfin même trois fonctions. La troisième fonction qui est en général liée au président, c'est que vous êtes actionnaire. Le dividende, lui, rémunère l'actionnaire. Il ne rémunère pas le président. Les dividendes rémunèrent les associés qui se partagent la part du résultat qu'ils ont décidé de se rémunérer. Et la troisième fonction, c'est que vous pouvez avoir une fonction active dans l'entreprise et à ce titre-là, être salarié ou avoir une indemnité quasi salariée si vous êtes président majoritaire. Okay. D'accord ? Donc il y a les trois notions à distinguer. Merci. Ouais. Oui. Où est-ce qu'on peut les apprendre, où est-ce qu'on peut les découvrir ? Merci. Avec moi. Mais non, c'est une information qui n'est pas vraiment disponible. En fait, c'est un petit peu le propos préliminaire. Cette information-là, elle n'est pas évidente à trouver. Donc, on la trouve par l'expérience. Il faut poser les questions chaque fois que vous voyez votre expert comptable. Est-ce qu'il n'y a pas une possibilité d'améliorer, etc. Ils jouent tous plus ou moins le jeu. Enfin, y compris qu'un expert comptable, il a envie de garder son client. Donc, plus vous faites des réserves, plus la société est sécure. Mais c'est peut-être pas exactement votre intérêt de tout garder en réserve si votre activité est très rentable. Donc on va le chercher parce qu'on fait partie de club d'entreprise, qu'on rencontre ses pairs, qu'on discute, qu'on a éventuellement un mentor, quelqu'un qui a 20 ans de plus que vous et qui va vous dire voilà ce que tu peux faire. Voilà, il faut vraiment aller chercher l'info. Oui. Je mettrai à disposition la partie des exemples. Okay. Alors, on avance sur ce troisième exemple. Alors ça, c'est quelque chose que connaissent et que pratiquent tous les entrepreneurs expérimentés et qui est extrêmement facile à mettre en place. On va partir de la situation classique de l'entreprise qui a des collaborateurs, qui a besoin de stocker, donc un entrepôt ou qui a une petite une structure de production. Donc vous êtes actionnaire de cette entreprise, enfin vous en êtes dirigeant et entrepreneur, mais vous êtes aussi actionnaire. Vous êtes actionnaire de, alors je l'ai appelé société d'exploitation. Donc ça c'est votre entreprise, c'est celle que vous avez créée, développée, etc. Et pour héberger ses collaborateurs et ou ses stocks, etc., ou son activité commerciale, cette société va occuper des locaux. Cas de figure le plus fréquent, vous allez payer un loyer à un bailleur, c'est-à-dire que vous allez payer un loyer pour occuper des locaux. Le fameux bail 369 des entrepreneurs, qui n'est pas du tout aussi favorable que les baux qu'on a quand on est un particulier, et surtout qui pompe complètement votre trésorerie dès que vous démarrez. Pour vous donner un exemple, moi j'avais loué, les premiers bureaux que j'ai loués, c'était une filiale de BNP Paribas, donc un institutionnel, entre les 3 mois de loyer d'avance, parce que ça se paye par 3 mois et à l'avance. Entre les 6 mois de garantie et les 3 mois de caution, ça m'a fait un an de salaire, un an de loyer payé d'avance. La société était dans la fin de sa première année, ça veut dire que la trésorerie, ça fait comme ça d'un coup. Bon, il faut y passer. Si vous avez des collaborateurs, si vous avez des locaux, si vous avez du matériel, de toute façon, il faut bien le mettre quelque part. Donc ça, c'est le cas le plus classique. OK ? Le montage qui est relativement simple, ça va être de remplacer ce bailleur par une société civile immobilière qui va vous appartenir. Donc vous allez créer une société civile immobilière, ce qui est extrêmement classique et relativement facile à monter. Vous pouvez le faire avec un comptable aussi, c'est plus sûr, mais vous pouvez le faire vous-même. La société civile immobilière, c'est ce que font tous les gens qui font de l'investissement locatif. Donc vous créez une structure,
civile, différente de la société d'exploitation, et il y a ces raisons à cela. Et cette structure est celle qui va être propriétaire de vos locaux. Alors vous allez me dire, c'est bien gentil, mais là, l'argent, je le trouve où pour acheter ces fameux bureaux, cet entrepôt que j'occupe, etc. Ben, comme c'est de l'immobilier, c'est pas très difficile à financer. Et en plus, pour les banques, il y a une garantie, en général, sur les locaux, ou une hypothèque de premier rang qui fait que si jamais vous ne remboursez pas la banque correctement, bah, ils saisissent les biens, puis ils ne prennent pas trop de risques là-dessus. C'est autant vous ne pouvez pas faire financer votre fonds de roulement, hein, vous engagez 3 commerciaux pour développer, jamais une banque financera les avances de salaire, autant financer vos locaux, c'est beaucoup plus facile. Et avec un peu de chance, vous allez échapper à la caution personnelle parce qu'il y a une garantie sur des biens tangibles que sont des locaux. Donc qu'est-ce qui se passe dans ce mécanisme? Ben, en fait, vous vous remboursez à vous-même des loyers, ces loyers servent à rembourser le prêt, et au terme de l'opération, ben, vous êtes propriétaire à 100%, ou avec vos associés, il peut y en avoir, vous êtes propriétaire d'une société qui possède des bureaux, des locaux, etc. C'est-à-dire qu'au lieu que ce soit le bailleur qui se soit enrichi, parce que c'est son métier, vous vous êtes enrichi vous-même. Mais surtout, dans votre activité, vous avez créé 2 poches. Vous avez votre société d'exploitation, qui est votre entreprise, et puis vous avez votre société immobilière qui possède les locaux. Alors quel est l'intérêt de tout ça? L'intérêt de tout ça, c'est que bah, d'abord, vous faites coup double, donc votre patrimoine se développe fortement, et ce n'est pas à négliger. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a deux sorties ou 2 prolongations possibles. La première, imaginons le pire. Votre société voilà, d'exploitation ne continue pas, vous déposez le bilan, vous faites partie des 7 cas sur 10 qui ne continuent pas, ou vous êtes revendu, etc. Bon, vous avez un prêt via votre SCI, vous avez un prêt sur le dos, bah, vous allez remplacer le locataire, puisque le locataire, c'est la société d'exploitation, et qu'il y a de multiples sociétés qui ont des besoins d'hébergement, etc. Donc vous allez le remplacer par un autre locataire. Le locataire va continuer à rembourser, à payer ses loyers, et ces loyers vont vous permettre de continuer à rembourser votre emprunt. Donc vous avez créé en fait une deuxième activité, j'arrive tout de suite monsieur, initiée par la première, et c'est les loyers de la première qui de toute façon sont à perte, qui vont vous enrichir de l'autre côté. Donc ça c'est la première chose. Deuxième situation, vous arrivez au terme de l'emprunt, c'est-à-dire que vous avez fini de rembourser la banque, ben, ce sera à vous de décider finalement où vous laissez l'argent. Est-ce que la société d'exploitation arrête de payer un loyer ? Ou est-ce que vous continuez à payer un loyer dans votre SCI et votre SCI va pouvoir, elle, financer d'autres opérations et effet double sur votre patrimoine qui va continuer à se développer. Je peux vous assurer que tous les chefs d'entreprise expérimentés que j'ai rencontrés, etc., ont quasiment tous fait ça. Voilà. Vous avez une question, monsieur ? C'est ça. L'idée, c'est de séparer. Alors, vous pouvez très bien, avec votre société d'exploitation, si je vais faire un emprunt directement à la banque, vous pouvez faire le montage. Alors, si vous n'avez rien, en fait. Imaginons, prenons un cas. Vous faites un prêt sur 15 ans, et au bout de 7 ans, à la moitié, bon, mauvaise fortune, votre société dépose le bilan. Vous continuez à posséder une société qui a déjà remboursé la moitié de son emprunt. Vous allez trouver un autre locataire, et vous continuez comme ça à développer votre patrimoine personnel. Et si tout se passe bien, ben, vous faites coup double. Il y a des charges là-dessus, j'imagine ? Sur les SCI ? Oui, c'est ça. Sur les SCI, il y a un comptable, il y a une taxe foncière, des frais de banque pour tenir un compte, c'est tout léger. Du coup, c'est une boîte qui paye les loyers dans une autre boîte, et cette boîte-là, elle nous appartient directement. C'est ça. Et ça, c'est l'État ne prend pas d'argent nulle part. Il va prendre une taxe foncière sur la SCI, parce qu'elle est propriétaire d'un immeuble, d'un bien immeuble. Voilà. Il n'y a pas d'autre taxe dessus ? Et non, puisque non, c'est un mouvement, c'est un montage immobilier classique. Il y a pas d'autre. Il y en aurait si vous vous rémunérez, ce qui est aussi possible de vous rémunérer en tant que dirigeant de la SCI. Vous pouvez mettre en place une rémunération de ce côté-là si vous voulez. À ce moment-là, vous retombez dans le schéma classique des prélèvements sociaux et des taxes sur les rémunérations. Merci pour l'exemple. Mais j'ai du mal à comprendre quelle est la synergie ici entre le fait que ce soit la même personne physique qui détienne la SCI et la société d'exploitation. Parce qu'en fait, on pourrait très bien dire que si cette personne physique veut investir dans l'immobilier, elle pourrait aller faire une SCI n'importe où, emprunter d'une banque et puis louer les locaux à n'importe quelle société d'exploitation. Oui, tout à fait. Vous pouvez faire ça, ça n'empêche pas de le faire aussi à côté. Là, de toute façon, dans le cas que j'ai pris, vous avez une société qui a des bureaux ou un entrepôt ou un magasin et qui, de toute façon, doit payer un loyer. Vous devez de toute façon le payer. Donc l'idée, c'est comment est-ce que ce de toute façon, vous le transformez en c'est pour moi. Okay. Deuxième, alors pour donner un autre exemple d'avantage, vous avez peut-être des associés dans votre société d'exploitation. Vous avez montré la société à 3, et puis à un moment donné, voilà, vous êtes vraiment moteur, vous êtes vraiment leader, et vous allez créer une SCI à d'autres noms seuls.
évidemment que c'est une discussion avec vos associés. Mais à l'inverse, vous pouvez aussi associer des gens pour lesquels il est difficile de trouver un montage au niveau de la société d'exploitation. Imaginez, au départ, vous montez à 3 la société d'exploitation, et puis au bout d'un moment, vous voulez associer un 4e, mais les 2 autres ne veulent pas. Donc pas moyen, on est bloqué, on ne peut pas ouvrir le capital. Ça, c'est un moyen puisque vous créez une autre structure, c'est un moyen aussi, je l'ai vu à plusieurs reprises, d'associer ce fameux 4e ou 5e, etc. et dire, bon, bah, lui aussi, il part dans la SCI. La SCI, il faut 2 associés minimum. Donc, en général, c'est une personne et un prête-nom, mais ouais, il faut 2 associés au minimum. Mais ça peut être une idée de montage. Voilà. Il y avait une question. Bon, donc voilà le schéma. Et puis, bah, l'avantage, c'est qu'au terme de la SCI est pleinement propriétaire des locaux. Et surtout, les risques et les patrimoines sont séparés. Vous avez 2 entités différentes avec, au départ, la même activité. Oui. C'est du cas par cas. Franchement, au départ, si votre montage, c'est juste, au lieu de payer un loyer à un bailleur, je paye un loyer à ma SCI qui m'appartient et je capitalise sur le long terme, c'est pas là que vous allez vous rémunérer, c'est plutôt par la société d'exploitation. Maintenant, dans le schéma que j'ai dit tout à l'heure, vous avez un prêt par exemple de 15 ans. Au bout de 15 ans, l'emprunt est remboursé. La société continue à payer. Par contre, il y a de la trésorerie qui va s'accumuler dans la SCI. Ça peut peut-être donner l'occasion d'une rémunération. Mais à partir du moment où vous avez votre base, c'est la société d'exploitation. Pour votre rémunération, a priori, c'est plutôt ça. Mais ça peut être le cas. Ça peut être le cas. Voilà, tout est possible. Après, quand le schéma est en place, tout est possible. Il y a un autre micro ? Mais vous avez dit du coup effectivement que la SCI, ça ne se construit pas seul, donc on doit être 2. Vous avez dit l'entrepreneur et un prête-nom. Sauf que derrière, c'est ça ce que vous avez dit ? Non mais ok, non mais concrètement, comment ça se passe une fois quand on veut récupérer le patrimoine. Enfin, je veux dire, il faut séparer les biens. Enfin, comment ça se passe derrière ? Parce que si on est 2, on ne peut pas récupérer l'intégralité. Si vous êtes 2, le deuxième, ça peut être un conjoint, ça peut être quelqu'un de confiance, un frère, une sœur, etc. Quelqu'un avec qui vous savez qu'il n'y aura jamais de problème particulier. Ça arrive quand même, malgré tout. Ça peut être les enfants. Mais s'il n'y a ni conjoint ni enfant, merci. À un moment donné, dans la vie, quand on veut monter des sociétés, il faut avoir des associés. Donc, oui, c'est ça. Voilà, il faut trouver quelqu'un, mais faites un pacte d'associés pour la SCI. Vous vous mettez d'accord, si un des associés veut sortir, vous définissez dans quelles conditions il sort. Qui lui rachète ses parts, exactement comme pour la société d'exploitation. Donc ce que je veux dire, c'est qu'on ne possède que la moitié de la SCI au maximum. Non. Le deuxième associé, il doit avoir une part. Oui. Donc si vous avez 500 parts, vous avez 499 sur 500 et l'autre 1 sur 500. Ok, donc la répartition peut être complètement inégale. Libre. Okay. Complètement libre. Voilà. Oui. Non, c'était... Non, vous pouvez créer une SCI. Il y a même un statut particulier qu'on appelle la SCI familiale. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais oui, on peut créer une SCI avec les membres de sa famille. Ouais. Y compris des personnes qui ne sont pas investies du tout dans la société d'exploitation. Ça n'a rien à voir, c'est autre chose. Je sais pas je demande si sa déontologie lui permet. Après, vous tentez votre chance. J'ai une dernière question. Et par rapport à la SCI, pourquoi pas le faire en nom propre au lieu de le faire en SCI ? Alors, il y a l'avantage. Le principal avantage, c'est la fiscalité. Si vous faites en nom propre, les revenus de la SCI vont être dans vos revenus personnels. Donc vous allez l'ajouter à vos revenus traditionnels. Vous allez avoir un revenu foncier, mais qui va s'ajouter en plus avec un régime. Alors que si vous l'avez dans la SCI, là, vous avez une structure fiscale. Ça veut dire que le résultat, il est dans la SCI. Elle va être fiscalisée comme une société. Mais là, vous avez un tampon, et là, vous pouvez déterminer quelle va être, à quel moment vous allez distribuer les revenus. Si votre montage est bien foutu, en général, la SCI ne va pas faire beaucoup de résultats. Vous allez juste, tout pendant qu'elle rembourse, vous allez faire l'équilibre. Donc la question du résultat va pas trop se poser. Mais effectivement, c'est une société différente, donc un tampon fiscal différent. Okay. Un échelon fiscal différent. Voilà. Oui. Oui.
Là, franchement, ce soir, non. C'est vraiment, voilà, il y a plein de possibilités. Donc après, c'est du cas par cas aussi. Il faut le réaliser en fonction des personnes, de leur situation personnelle, etc. Donc non, ce soir, je donne pas de. Ou alors on s'installe pour un petit moment, mais je les ai pas préparés. Par contre, si vous voulez aller un petit peu plus loin, moi je suis encore demain ici sur le stand A17, si vous repassez. Et puis ce QR, il y a un petit questionnaire si vous voulez qu'on discute un peu plus. Moi je m'engage à vous rappeler, je vous demande 2 ou 3 questions de coordonnées, et je vous rappelle après le salon pour discuter de façon plus personnelle et voir de quelle façon on peut éventuellement travailler ensemble. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui. Après, il s'est passé crise financière de 2007-2008, dissociation d'associés et autres joyeusetés. Voilà. Des choses qui arrivent dans la vie d'entreprise. Bien, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie beaucoup de votre attention. Un petit mot si vous voulez qu'on continue. Merci à vous. Et puis à votre disposition. Merci. Et à votre disposition si certains veulent échanger maintenant de façon plus personnelle. Oui ? Encore une question ? Allez-y. Alors l'analyse est plus globale, c'est définir l'optimum de votre rémunération, c'est par rapport à l'activité globale de votre société, pas simplement par rapport à son prix de vente. Si vous voulez rentrer dans une mécanique, comment fixer mon prix de vente, etc., on va être plus dans une détermination de prix, alors que la rémunération, elle va être impactée par beaucoup de facteurs. Hein. Vos charges de personnel, vos problèmes immobiliers, etc. Et votre situation personnelle et fiscale. Merci à tous, bonne soirée. Pour gagner sa vie, il faut trouver des astuces pour essayer juste de pouvoir vivre. Parce qu'en fait, l'entrepreneur, il... En fait, on gagne beaucoup moins bien sa vie quand on est entrepreneur que quand on est salarié. Alors, pas tous les entrepreneurs, c'est ça le truc, c'est que les moyennes sont pas tout à fait favorables aux entrepreneurs, mais pas tous les entrepreneurs. Non, bien sûr, moi je suis sur l'impact, donc du coup c'est pas... Oui, mais l'entrepreneur c'est quelqu'un d'optimiste, donc voilà. Vous savez que vous avez une mortalité à 3 ans, une mortalité à 10 ans, mais un entrepreneur c'est quelqu'un qui avance. Hein. Oui, d'accord. Après, on peut aussi avoir envie de pas galérer pendant des années. Produit, le bon service attendu, etc. Donc, en amont de la rémunération de l'entrepreneur.